Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui. Un épisode qui va être consacré à des génies ou pas de la science. Effectivement, en science, on a des génies. La science, ça peut intriguer. Il y a des gens qui trouvent ça compliqué, d'autres qui comprennent absolument rien. Mais il faut savoir un truc, c'est que dans la science, on a toujours eu des gros boulets qui, involontairement ou pas, ont été les clowns de la science. Que ce soit par leur mort ou par des blessures, ou même pour rien du tout, juste à cause d'une expérience, d'une envie qu'ils ont eu envie de faire, ces personnes-là ont révolutionné la science dans le côté drôle, dans le côté comique. Aujourd'hui, un petit top 5 de ces personnes qui sont assez drôles, même si elles sont mortes, on n'est pas censé se moquer de la mort, mais là quand même, c'est des morts qui sont plutôt comiques. Aujourd'hui, on va parler des 5 scientifiques qui sont morts bêtement à cause de leur expérience. Je vous envoie l'intro, on se retrouve tout de suite pour ce petit top 5. Du classement qui s'appelle Thomas McGee, ou McGee, vous le prononcez comme vous voulez. Voilà sa photo. Donc cet homme-là était quand même un putain de génie. Pourquoi? Bah le mec, il a juste fait partie de l'Association américaine de chimie et de l'Académie des sciences, donc voilà, hein, le mec il vous pose le niveau, il a déposé 170 putains de brevets. Le mec, c'est une tête, hein. Mais alors vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fout dans ce classement? C'est une tête, donc concrètement, pourquoi est-ce que t'en parles? Alors ça c'est super con. Cet homme a développé pas mal de produits chimiques, donc il était un peu un touche-à-tout, c'était un ingénieur et un chimiste, et en développant des produits chimiques, il pensait qu'ils étaient très efficaces pour tout ce qui était pesticides, etc. Ça l'a été, mais aujourd'hui on les utilise plus parce qu'ils sont trop nocifs pour l'environnement, mais ça on s'en fout. L'important c'est que cet homme a été vraiment touché par ces produits, et qu'on mélange à ça le fait qu'il est atteint de polio, donc c'est une maladie qui provoque une dégénérescence de la moelle épinière, donc cette personne était légèrement handicapée, avait du mal à bouger. Il a voulu créer un système pour l'aider. En 1940, il prendra sa retraite due à cette infirmité qui le touche, et il s'est dit, bon bah, je vais m'occuper, hein, de toute façon j'aurai d'autres à foutre, parce que moi je suis un putain de génie, j'ai fait 170 brevets mec. Cet homme s'est dit, et si je crée un lit qui me permettait de me relever, de me baisser, même malgré ma moelle épinière qui est complètement atteinte. Ça part d'une putain d'idée de génie. Le mec, il est à la retraite, il est affaibli, mais il veut quand même construire un truc pour sa gueule. Le problème, c'est que son lit était avec un système de câbles de métal qui l'aidait à se relever ou à se coucher en fonction de comment il tirait dessus. C'est pas mal, sauf que le 2 novembre 1944, on le retrouve dans sa chambre, pendu, étranglé par ses fils, puisqu'il y en a un qui a lâché, qui a fait lâcher toute la machine et s'est retrouvé complètement pendu, et cet homme est mort de son propre génie. Le prochain homme dont nous allons parler s'appelle Franz Reichelt. Alors cet homme, moi je le surnomme l'homme à la pizza, vous comprendrez à la fin de mon explication pourquoi. Alors cet homme, c'était qui concrètement? C'était un tailleur français. Donc un tailleur, il travaillait le tissu, et il était un petit peu ingénieur dans ses heures perdues, il essayait de faire des trucs avec du tissu, bon bref, ça c'est sa petite histoire. En 1912, il s'est dit, faudrait peut-être que je crée un parachute. Il est génie, le mec, le parachute, putain ça peut être pas mal les mecs, quand on saute d'un avion on meurt pas. Merci. Donc pour faire ses tests, il lançait des mannequins, des sortes de boules de paille si vous voulez, avec son prototype de parachute depuis son balcon. Ça marchait pas trop bien, mais il s'est dit ouais je vais l'améliorer, je vais le tester sur moi-même. Donc il a testé sur lui-même en sautant de 10 mètres de hauteur. Mais il est pas con, il a mis de la paille en dessous, il tombe, plaf, un bras pété, une jambe pétée, mais il survit. Et c'est là où ce mec est un génie, il se dit j'ai foiré, mais je vais améliorer. Il a pas laissé tomber. Bon, il a amélioré son système. Et c'est toujours en 1912 qu'il demande au maire de Paris s'il est possible de lancer un mannequin avec son nouveau prototype de parachute depuis la tour Eiffel. Le maire refuse, et lui il se dit j'ai des grosses couilles, je vais quand même le faire par moi-même. Bon, il n'est pas forcément un accent espagnol, je crois plutôt un accent allemand, mais bon, on s'en bat les couilles. Et donc ce mec est monté à 57 mètres de hauteur, donc je crois que c'est le deuxième étage de la tour Eiffel, et il a voulu tenter son expérience. Il a utilisé son parachute amélioré. Je vous laisse imaginer la belle pizza qu'il a fait en dessous. C'est con qu'il n'y ait pas pensé hein, quand même. Allez, le numéro 3 de notre classement, Albert Hofmann. Albert Hofmann, c'était un grand chimiste suisse qui travaillait pour un groupe pharmaceutique. Et lui, son petit péché mignon, c'était l'ergot de seigle. L'ergot de seigle, mais qu'est-ce que c'est, tu vas me dire? C'est plus connu sous un nom, le LSD. Ouais, tu connais cette drogue. Ouais, la drogue super puissante. On s'en bat les couilles, c'est pas le sujet, ok? Donc, cet homme
pendant des expériences, en 1938, il réussit à synthétiser l'ergot de seigle, mais il constate qu'il y a d'autres substances qui sont plus efficaces, ou que sais-je, pour son groupe pharmaceutique. Du coup, il laisse tomber. Il arrête. Cependant, en 1943, avec son collègue, il revient sur son expérience parce qu'il se dit qu'il y a peut-être quelque chose à en tirer. C'est là où on sent le petit génie. Il revient dessus et le 16 avril 1943, sans faire exprès, en observant au microscope son ergot de seigle, donc il y a un champignon, je vous mettrai une petite photo ici. L'ergot de seigle, donc qui est un petit champignon, il en respire un petit peu sans faire exprès et il se rend compte, putain les mecs, j'ai quand même un petit côté planant là. Donc le 19 avril 1943, il se dit, bon, je vais tester mon produit que j'ai synthétisé, je vais m'en injecter 0,25 mg. 0,25 mg, c'est beaucoup, 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 beaucoup. C'est 8 fois la dose qu'il faut prendre pour planer. 8 putains de fois. Et c'est un quart de la dose létale. C'est-à-dire que vous prenez 100 mg, vous crevez. Fini, hop. Mais Albert Hofmann, il a des couilles comme ça, il se dit, ouais, non, mais moi c'est bon, moi je m'injecte. Hop, il s'injecte, et hop, oh, il plane. Mais c'est là où on arrive dans le côté drôle de la chose. Il est rentré en bicyclette chez lui. Et dans son carnet, son petit carnet, il a consigné tout ce qui lui est arrivé pendant son voyage et c'est hilarant. Vision monstre, planage, il a entendu des voix, il voyait des gens danser sur leurs épaules, comme dans les papillons. Et ouais, le LSD c'est magique mon gars. Il a vu des choses que vous ne verrez jamais, des couleurs qui n'existent même pas et des sons que l'on peut même pas entendre. Et puis, il a bu du lait et il a encore tripé pendant toute la soirée. Il a donc compris que sa drogue était pas mal, mais il fallait la stabiliser un peu. Et en la stabilisant, il a réussi à créer un cachet qu'on utilise encore un petit peu aujourd'hui pour soigner des patients atteints de maladies psychiatriques. Donc ce mec a quand même été utile à la science. Il n'est pas mort, je sais, mais n'empêche, moi ça me fait bien planer que le mec s'injecte lui-même de la drogue et... il n'a pas trop réfléchi, ça aurait pu le buter, mais voilà, il a des couilles comme ça, on l'a dit, voilà, Albert Hofmann, génie. Et le comble de l'histoire, c'est qu'Albert Hofmann est mort à 102 ans en 2006. Donc bon les amis, si vous voulez vivre longtemps, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. S'il y a bien une règle en chimie, c'est on ne goûte pas, on ne touche pas, et on ne sent pas une putain de solution. Mais un homme du 18e siècle, un pharmacien et un grand chimiste, Carl Scheele, ne le connaissaient volontairement pas. Cet homme est quand même un putain de génie puisqu'il a découvert, ou plutôt expliqué certaines propriétés du molybdène, du tungstène, du chlore, du mercure et de l'oxygène. Le mec, il a quand même un certain vécu, un certain niveau scientifique. Mais cet homme avait la fâcheuse tendance de goûter ses solutions. Ouais, c'est complètement con, mais bon, je rappelle qu'au 18e siècle, on avait inventé la machine à vapeur et qu'on faisait travailler les enfants, donc quelque part, on est dans le contexte. À cette île tout étant, cet homme a un jour réussi à isoler le cyanure d'hydrogène et vous comprenez la suite, il l'a mangé et il est mort. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le cyanure, ça ressemble à ça. Et accessoirement, vous avez déjà vu du desktop, hein, vous savez le truc qui débouche vos chiottes. Ça a un peu le même effet, c'est-à-dire que ça débouche tout, mais il y a tout qui fond dans votre corps. Donc vous buvez ou vous mangez de la cyanure, une petite poudre, vous chiez vos intestins. Et c'est la fin pour votre gueule. Petit bonus, pour ceux qui connaîtraient l'antimoine, donc c'est le symbole SB, l'antimoine c'est un élément du tableau périodique et il a un nom vraiment chelou. Pourquoi s'appelle-t-il antimoine? Alors je vais vous éclairer, c'est un peu dans le même rapport que Carl Scheele. C'est, vous savez, à l'époque, au Moyen-Âge, c'était surtout les moines qui avaient une éducation et qui du coup pouvaient se permettre de pratiquer. Du coup, les moines avaient fait un peu de chimie, on avait isolé quelques trucs, des pigments, des trucs sympas et tout. Et un jour, un moine a réussi à isoler de l'antimoine, donc SB, et il l'a goûté, et il est mort. Ses camarades moines ne comprenaient pas, ils ont goûté aussi, et ils sont morts. Et du coup, les paysans ont surnommé cette poudre l'antimoine, qui aujourd'hui est un élément périodique, on s'en sert pas énormément. Notre number one, notre plus grand génie ou pas, s'appelle George William Richman. Cet homme est le génie incontesté des connards et des clowns parce qu'il a fait l'expérience la plus conne que j'ai jamais vue. Nous sommes au 18e siècle, donc à la même époque que notre petit bonhomme qui boit son desktop. Au 18e siècle, on s'intéresse vachement à l'électricité et surtout à la foudre. On pense qu'un humain foudroyé peut devenir un générateur de courant. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez la foudre, hop, c'est bon, j'ai de l'électricité, je prends une ampoule, pouf, ça s'allume, c'est magique. Donc notre petit George William se dit, ah ouais, mais du coup, moi je vais essayer de démontrer cette théorie comme quoi l'homme est un générateur électrique. Pour ce faire, il a créé une immense
immense antenne qu'il a mis sur sa maison, reliée à un câble extrêmement conducteur de nickel, oui de nickel il me semble, et il l'a relié à sa chaise elle-même en métal. Il a attendu la foudre est tombée, et vous vous doutez de ce qui s'est passé, hein. Piqué de chouette avec tonnerre et toutes ces conneries. Et il a créé la première chaise électrique, voilà, la première chaise électrique, voilà, le génie, voilà, le truc qui tue plus de gens aux États-Unis aujourd'hui. Et donc oui, vous vous doutez bien qu'il est mort foudroyé comme une merde. Et surtout, son assistant a consigné dans son propre carnet qu'on a retrouvé plus tard qu'il a flotté une vague odeur de poulet grillé pendant plus d'une semaine dans la salle. Ah, cet assistant, jamais en deuil, hein. Voilà, notre petit top 5 des génies, ou pas, de la science est fini. J'espère qu'il vous a plu. Donc comme vous l'aurez compris, il n'y a pas que des morts, puisque je veux juste démontrer qu'on a beau être un génie en sciences, l'erreur est humaine et tout le monde peut se tromper. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Ça peut être super gentil, moi ça me ferait super plaisir, et comme ça je ferai pas d'expérience débile. Tu peux aussi mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir et ça donne de la motivation. N'hésite pas à commenter la vidéo si elle t'a plu. Bah moi j'aimerais bien savoir ton avis, parce que bon, ça peut toujours être intéressant de dialoguer avec des personnes. Et j'avais un petit projet à vous soumettre. Si cela vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je pensais prendre à chaque fois 3 éléments du tableau périodique et vous expliquer à quoi ils servent dans la vie, d'où ça vient et un petit peu voilà, leur propriété physique et leur histoire. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. J'essaierai d'utiliser les atomes les plus utiles, mais si vous voulez que je fasse tout le tableau, il n'y a pas de souci. Il y a un grand moyen de divertissement avec ceci parce qu'on apprend beaucoup de choses et il y a des choses qui sont vraiment super drôles à savoir sur les éléments. Voilà, donc si ça te plaît, mets-moi un pouce vert déjà. Voilà, je le répète, mais bon, tu le sauras jamais assez. Commente et dis-moi, oui, je veux que tu fasses ces tableaux périodiques, et dis-moi si tu veux que je fasse que les éléments les plus importants ou tous les éléments. Sur ce, c'était Joe la Science. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé ma vidéo et on se dit à la prochaine.